Aujourd'hui, on va voir donc le fonctionnement du séquenceur simple de Nina. Alors, ce séquenceur va permettre la mise en œuvre complète d'une session de capture d'un objet du ciel profond. L'ensemble du paramétrage se trouve sur un seul écran. On pourra paramétrer les actions avant et après les captures. On peut gérer plusieurs cibles. On peut gérer également des mosaïques pour un objet. On pourra faire un import ou un export du paramétrage de la séquence en format XML. On pourra transformer la séquence simple vers le séquenceur avancé. Et enfin, je peux dire qu'on peut comparer ce séquenceur simple au mode plan fourni par Lazier+. Donc tout comme sur l'utilisation de Lazier+, les mêmes étapes de préparation seront nécessaires. Donc mise à niveau de la monture, équilibrage de l'ensemble, la mise en station, faire la mise au point de la caméra principale ainsi que de la caméra de guidage. PHD2, qui est utilisé en Nina, doit être correctement paramétré. Ne pas oublier de mettre en place le filtre anti-pollution si nécessaire. L'alimentation du système est bien en marche. Tout l'équipement est connecté sur Nina. Caméra principale, monture, caméra de guidage, le focuseur PHD2. Alors, on pourra lancer le séquenceur simple à partir de plusieurs endroits. Du menu général, en utilisant le bouton séquenceur, après avoir choisi une cible dans l'assistant de cadrage ou sur le Sky Atlas. Il sera possible de l'ajouter sur le séquenceur simple. L'écran du séquenceur simple est divisé en plusieurs parties. On aura le paramétrage des actions avant et après les captures, les informations sur l'objet sélectionné, les options à appliquer sur cette cible, les options pour l'activation de l'autofocus et enfin le paramétrage des séquences. En bas de l'écran, on va retrouver les boutons des fonctions applicables. Sur le paramétrage des actions avant la capture, on pourra activer le refroidissement de la caméra principale. On pourra également demander de déparquer la monture. On pourra activer la gestion du retournement au méridien. Alors, auparavant, le paramétrage du refroidissement de la caméra aura été mis à jour au niveau du menu équipement caméra. Idem pour les paramètres du retournement au méridien dans les options générales de Nina. Il sera possible de dire à Nina ce qu'il doit faire à la fin de la session des captures. Par exemple, arrêter le refroidissement de la caméra et demander de parquer la monture. Une fois l'objet ajouté au séquenceur, les informations sur l'objet sont affichées automatiquement. On pourra fixer un délai en secondes permettant de fixer une heure de démarrage du séquenceur. On aura également la possibilité de déclencher le GoTo vers l'objet ainsi que le centrage de l'objet avec le plate solving. On pourra lancer l'autoguidage de manière automatique. Enfin, sur la courbe de capture de l'objet, on pourra superposer également la courbe d'illumination de la lune. À partir de cet écran, il est également possible d'ajouter un objet supplémentaire en utilisant le bouton plus en haut sur la droite de l'écran. Alors, la gestion de l'autofocus automatique est paramétrable dans cette partie en fonction de certains critères. Par exemple, on peut demander de faire un autofocus au démarrage de la séquence, au changement de filtre, après un certain délai ou après un changement de température. Un changement également de la qualité du HFR des étoiles permettra de déclencher l'autofocus automatique. Dans cette partie, on va indiquer à Nina le nombre de captures à faire et pour chaque capture, le temps d'exposition. On indiquera également sur cette ligne le paramétrage du dithering. Au niveau des fonctions, on pourra ajouter ou supprimer une ligne, réinitialiser une ligne, c'est-à-dire remettre le compteur de progression à 0,
importer ou exporter dans un format XML la séquence. On pourra également exporter la séquence vers le séquenceur avancé. Enfin, on a bien évidemment le bouton qui va lancer la séquence. Donc maintenant, on va voir ça en image sur quelques tests. Donc bonjour, alors aujourd'hui on va voir sur l'application Nina comment fonctionne le séquenceur simple. Parce que je pense qu'il faut d'abord savoir faire fonctionner le séquenceur simple avant de pouvoir utiliser le séquenceur avancé, qui est beaucoup plus complet mais plus difficile à utiliser. Donc dans un premier temps, regardons comment fonctionne le séquenceur simple. Donc avant de commencer notre séance, on va sur Nina, comme on l'avait déjà vu dans la vidéo d'installation, configuration, etc. Là on va donc démarrer, je dirais, tout notre équipement. Donc on va démarrer, en cliquant sur équipement, on va démarrer ici notre caméra, notre focuseur, si on a un focuseur, notre télescope, ici, en cliquant sur Connect, et dans mon cas, j'utilise le GS Server, qui maintenant est beaucoup plus, je dirais, moderne que QMod. Ensuite, on va démarrer le Guider, donc c'est-à-dire PHP 2, ici. Et ensuite, dans mon cas, j'ai un DOM, donc je vais démarrer mon DOM. Donc une fois fait tout ça, il suffit d'aller soit sur le Sky Atlas rechercher notre objet, soit aller sur le framing et récupérer les coordonnées de notre objet, par exemple à partir de Stellarium. Dans mon cas, ce soir, donc je vais plutôt faire une recherche d'objets, mais grâce à ma précédente session, et donc faire ma recherche d'objets grâce à un fichier, cette fois, et qui va me permettre en fait de me repositionner exactement au même endroit que ma session précédente. Donc ici, voilà, je vais donc à partir de mon image, demander à Nina de repositionner mon télescope sur l'objet précédemment capturé. Donc voilà, ici donc je suis prêt, j'ai téléchargé mon image et je vais faire sur l'image que je viens de lire, je vais essayer de faire le plate solving pour positionner le télescope exactement au même endroit. Donc ici je vois mon image en fait capturée dans la session précédente, ici. Et là, il suffit de faire ici maintenant un slow and center et il va aller positionner mon télescope sur cette cible. Donc voilà, il démarre donc le plate solving. Là, il commence à recentrer le télescope. Solving. Voilà. Normalement, il a terminé. Vous allez voir, la fenêtre va disparaître. Et là, je vais pouvoir aller sur Imaging, ici. Et je vais déjà faire une petite pause de 10 secondes pour voir si je suis bien centré sur ma cible. Voilà, donc en effet, je suis bien sur ma cible ici. En fait, c'est la nébuleuse NJC 2359. Ici, donc je peux essayer de faire une pause de 20 secondes pour voir encore mieux.
Alors bien évidemment, avant de lancer toutes ces captures, en fait j'avais déjà fait le focus grâce à un masque de Bahtinov sur mes étoiles. Donc normalement là j'ai mes étoiles qui sont nettes. Donc là je fais une 20 secondes, on voit qu'ici il arrive au bout. Et donc on voit un peu mieux notre nébuleuse. Donc si je reviens sur le framing, donc maintenant je vais lui dire en fait de rajouter ici mon objet sur le séquenceur simple. Donc ici on voit qu'il m'a rajouté, donc il m'a remplacé son nom, hein, c'est le casque de Thor, et ici j'ai plusieurs paramètres qui vont me permettre en fait de lancer mon séquenceur. Donc déjà j'ai positionné Cool Camera à on, c'est-à-dire que le séquenceur ne va pas démarrer tant que ma caméra ne sera pas à température. Donc ici, si je vais sur caméra, je vois que je suis à moins 5, moins 6 degrés. Donc pour l'instant, je ne pourrai pas démarrer ma séquence. Bien sûr, ma monture est déparquée et je vais lui autoriser le Meridian Flip, pardon, lorsque cela arrivera. Ensuite ici, on peut lui indiquer un délai avant de démarrer la séquence. On peut mettre 3 secondes, le temps que certaines vibrations cessent. Ici, séquence mode, en fait, c'est parce que si on a plusieurs cibles qu'on est réinscrites ici, eh bien, en fait, il va les faire une après l'autre. On peut aussi lui dire de faire ça en loop, c'est-à-dire qu'il va faire une première séquence et il va ensuite faire des loops sur chaque séquence. Ensuite ici, Estimated Downlight Time et Estimated Fish Time, donc ça c'est le temps qu'il va mettre pour faire notre session. On peut également lui dire ici dans les options Target Options en fait de se positionner sur l'objet qui a été choisi et le centrer. Et faire également une rotation, mais attention, là il nous faudra un rotateur électronique. Et également, la séquence ne démarrera pas si par exemple on lui dit que le guidage doit démarrer. Il ne fera le démarrage de la séquence que si le guiding se passe bien, a bien démarré. Donc ici, d'ailleurs on va faire ça, on va mettre on ici, et ici je vais lui dire de me faire une première séquence en mettant, donc je vais peut-être mettre ici par exemple 20 secondes. Et donc vous allez voir que ici je vais enlever le Cool Camera, sinon il ne va pas démarrer actuellement. Donc si je fais ça, en fait, il a démarré. Et ici, il nous met Start Guiding. Et en effet, si je vais voir sur PHD2, ben, je vois qu'il a démarré le guidage. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il va d'abord faire la calibration. Une fois la calibration et le guidage démarré, il fera notre capture d'image. Donc, le guidage est maintenant opérationnel et donc on voit ici que la séquence a bien démarré suite au guidage qui est actif. Voilà, donc il a fait. Et en effet, une fois qu'il a fini sa pause, donc sa capture d'image, ben, il arrête tout, il arrête le guidage et il va, je dirais, se mettre de nouveau en attente. Donc cela veut dire, tout ceci veut dire qu'à partir de cet écran, donc de ce panneau, il est possible de créer une session entière. C'est-à-dire, une fois que notre équipement est connecté, c'est à partir d'ici de lui dire en fait, eh ben, je veux que la caméra soit refroidie, je veux qu'on déparque la monture,
je veux faire l'autofocus et je vais démarrer l'autoguidage. Une fois toutes ces opérations, je dirais, terminées, la séquence va démarrer sans problème. Au niveau de l'option d'autofocus, elle est assez complète, hein, puisqu'ici, on va lui dire bien évidemment de démarrer l'autofocus lorsqu'on veut, juste avant la séquence, hein, puisque la séquence est ici, donc toutes ces opérations sont avant la séquence. Donc ici, en effet, on va lui dire qu'on veut démarrer l'autofocus. On peut lui dire également qu'on veut faire un autofocus à chaque changement de filtre. Et bien évidemment, il y a ici d'autres options, comme par exemple aussi, on peut faire un autofocus après, je sais pas, 10 exposures dans ce cas, ou que lorsque la température change de 5 degrés, ou lorsque notre HFR est supérieur à 10%. Donc, l'autofocus ici est vraiment très fin et permet beaucoup de choses. Donc, voilà pour, je dirais, le séquenceur simple qui est assez complet. Et il faut s'entraîner avant, je pense, d'aller voir comment fonctionne notre séquenceur avancé. Alors, avant de démarrer à partir de cet écran notre séquenceur, il y a quand même une petite chose à faire, c'est que ici, dans les options, qu'on a ici, dans les options de imaging, il ne faudra pas oublier d'aller renseigner le répertoire dans lequel seront stockées nos captures. Donc ne pas oublier cette option, sinon les images iront dans le dernier répertoire dans lequel vous avez fait des captures. Donc une fois que on a tout bien renseigné, on va pouvoir démarrer en fait notre session. Donc moi par exemple ici, je vais démarrer des sessions de 300 secondes. Je vais en faire une trentaine. Donc je vais mettre ici 30. Je vais lui dire également que je vais faire du dithering après chaque image. Donc voilà. Donc là, ici, je pourrais en effet rajouter ici, grâce à l'option ici qui est en bas, je dirais d'autres éléments de séquence. Je peux peut-être en effet ici, dans cette option ici, lui dire qu'en fait, à la fin de mes captures, je veux faire des flats, des darks ou des bias. C'est possible de le faire. Au niveau de ces boutons, ils sont assez simples. Ça c'est donc pour ajouter un élément de séquence. Ici, en cliquant, on peut sélectionner une ligne, on peut la diléter. Si on a déjà fait une séquence ici, on peut la resetter, c'est-à-dire qu'on va faire ça et il nous dit qu'il redémarre à 0. Et ici, on peut, par exemple, rajouter une séquence. Ici, ça veut dire qu'on peut monter ou descendre sur nos éléments de séquence. Donc, c'est assez simple. Ici, on va pouvoir sauver en fait tous les paramètres de cet écran dans un fichier que l'on pourra récupérer plus tard pour refaire peut-être la même séquence. Ici, une option intéressante, c'est qu'on va pouvoir, je dirais, transformer notre séquence simple, l'envoyer dans le séquenceur avancé. Mais attention, une fois qu'elle est dans le séquenceur avancé, on ne pourra plus revenir sur le séquenceur simple avec ces paramètres-là, puisque le séquenceur avancé va modifier la structure de la séquence. Donc voilà pour le séquenceur simple, qui est assez qui n'est pas très difficile à utiliser. Juste ici aussi, on peut voir qu'il est possible de faire visualiser, je dirais, la Lune, l'illumination de la Lune par rapport à la trajectoire de notre cible. Donc une fois que notre séquenceur a fait démarrer les captures, donc ici, on peut voir que j'ai déjà 2 captures effectuées. Et donc au fur et à mesure, on peut vérifier dans l'onglet Imaging, ici, je dirais, les images qui sont capturées au fur et à mesure. Donc moi j'ai déclenché le PixInsight Live Stacking, ce qui fait que je peux voir, je dirais de manière assez rapide,
le stacking de ma session précédente, plus les images qui arrivent avec la session courante. Donc ici on le voit ici en haut, une image en stack, j'en ai 57. Et on voit que l'image s'améliore au fur et à mesure en fait de mes captures. Alors, je vais demander au niveau du séquenceur simple que le retournement au méridien se fasse automatiquement. Et sur cet écran, c'est ce qu'on voit. C'est qu'en fait, avant le retour au méridien, il nous propose cet écran pour suivre en fait ce retournement. Donc on voit déjà qu'il a fait l'arrêt de l'autoguidage et que maintenant, en fait, il va commencer à faire le retournement du télescope. Donc on va voir en fait le télescope là, on va voir des images du télescope. Voilà, donc ici on voit que le retournement du télescope se fait. Donc cette petite caméra me permet en fait de surveiller à distance si ce retournement s'effectue correctement. Donc voilà, il va se remettre en position. Et là, en effet, sur cette vue, je m'aperçois que j'ai un problème au niveau de ce retournement, puisqu'en fait, mon dôme ne suit pas le télescope. Et en effet, j'ai oublié au niveau des options générales de cocher une option qui justement résout ce problème. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour la procédure de retournement, le processus, lui, il continue. Il attend, puisque je lui avais donné un temps d'attente avant de continuer le traitement. Il fait cette attente, hein, c'était pour en fait permettre que toutes les vibrations soient terminées. Et là, ce qu'il essaie de faire, c'est maintenant de repointer mon objet et de faire un plate solving. Et là, évidemment, le plate solving ne fonctionne pas, puisque mon dôme ne s'est pas positionné correctement. Donc là, en fait, il se remet en attente. Mais pour ma part, bon, je sais que je connais l'incident, donc ce que je fais, c'est que je vais arrêter ici donc mon retournement automatique, et je dois venir ici sur mon équipement dôme pour repositionner mon dôme et le synchroniser de nouveau avec mon télescope. Donc là, maintenant, j'ai repositionné le dôme, synchronisé avec mon télescope. Donc je vais faire une petite pause pour vérifier que, en fait, mon télescope est bien centré sur la cible. Donc je fais une vingtaine de secondes et je vais maintenant revérifier. En fait, ce qui se passe, c'est que là, je suis obligé de redémarrer, je dirais, manuellement ma séquence. Donc voilà, l'image ne va pas tarder. Voilà. Ici, je vais vérifier, voilà, donc mon image est de nouveau correctement centrée. Donc le retour, je dirais, du télescope s'est bien passé. Et là, ce que je fais, c'est que je dois également relancer de manière manuelle mon autoguidage. Puisqu'en fait, le retournement au méridien l'avait arrêté dans les premières phases du retournement. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'ici, normalement, je devrais réinitialiser la calibration et refaire un autoguidage. Bon, là, pour la démonstration, je ne le refais pas, mais c'est l'opération à faire. C'est-à-dire qu'il faut relancer une calibration et relancer le guidage. Donc là, on attend que le guidage se stabilise, et là on va pouvoir en fait continuer la séquence automatique
à partir du séquenceur simple. Donc là, je vais donc sur le séquenceur. Et ici, il me suffit de relancer en fait le séquenceur et il va continuer toutes les pauses jusqu'à la fin. Donc c'est ici en fait qu'on voit un peu les limites du séquenceur simple. C'est-à-dire que là, si je n'interviens pas manuellement sur l'événement, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va répéter toutes les 9 minutes, j'avais mis un délai de 9 minutes, il va essayer toutes les 9 minutes d'essayer de faire son centrage de l'objet, et ça peut durer comme ça, si je ne surveille pas, jusqu'à que je puisse intervenir. Donc ça, ce sont vraiment les limites du séquenceur simple. C'est pour ça que le séquenceur avancé est beaucoup plus intéressant, puisqu'en fait, je vais pouvoir mettre sur chaque événement de ma session, je dirais, une erreur. C'est-à-dire, s'il y a telle erreur, on va faire telle action. Et ça, c'est un énorme avantage pour pouvoir, je dirais, laisser tranquillement notre télescope travailler et le matin se réveiller pour aller recueillir toutes nos images. Donc voilà un peu mon expérience sur ce séquenceur simple. Donc voilà, la prochaine fois on va commencer à voir le séquenceur avancé. Je vous remercie donc d'avoir visualisé cette vidéo et je vous dis à bientôt.